un plaisir pour moi de présenter le docteur Ruffo, que je crois qu'il n'a pas besoin de présentation parce que pas mal d'entre vous le connaissez depuis des années. J'écoutais qu'ici en France et aussi en Espagne, le docteur Ruffo est déjà connu pour tantôt des points de vue académiques, comme des points de vue de diffusion, comme des points de vue de sa partie humaine. Des points de vue académiques, il est professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Marseille. On était en train de parler maintenant lors de notre repas ensemble, et on était en train de prendre conscience de votre énorme papier, l'énorme rôle dans la diffusion et de l'importance de la pédopsychiatrie et comme une disposition, une disponibilité que les personnes petit à petit commencent à avoir dans leurs mains. On disait qu'avant d'aller au pédopsychiatre, c'était quelque chose qui était considéré comme difficile, inaccessible, avec beaucoup de préjugés. Et c'est grâce à votre ouverture, votre énorme énergie, enthousiasme et capacité de diffusion grâce aux publications, la quantité de livres que vous avez écrits, des articles de diffusion générale et aussi des côtés académiques qui ont fait que cette ouverture vers la pédopsychiatrie soit accessible pour tout le monde. Et aussi du côté humain, parce que j'écoutais des personnes qui sont assistées à votre consultation et qui disent, au-delà de la personnalité publique que vous êtes, votre capacité énorme d'attention clinique et d'approche vers les enfants, dans leurs différents âges, vers la famille, mérite toute une reconnaissance de notre part. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous cet après-midi. Merci. Nous allons aussi demander l'intervention de Madame Christina Pelleduel. Elle est psychologue de Psychologie Magazine. Oui, journaliste. Journaliste, je ne suis pas psychologue. Dans la branche journaliste dans la revue de Psychologie Magazine qui a déjà beaucoup d'expérience, tantôt dans sa branche comme journaliste, mais aussi dans les interviews et la diffusion des ouvrages qu'a fait le docteur Ruffo. Donc, nous allons à nous trois amener cette table ronde qui est centrée sur comment, des points de vue de la pédopsychiatrie, des points de vue de votre expérience personnelle, professionnelle, la sophrologie a une place dans la jeunesse, tantôt dans la jeunesse, dans la normalité, comme dans la jeunesse, dans la pathologie, comme dans la famille qui est, et les professionnels qui est la jeunesse. Merci beaucoup, Natalia. Bonjour, Marcel Ruffo. Rebonjour. Rebonjour. La première question, évidemment, que j'ai envie de vous poser, parce que nous sommes finalement, pour ceux qui ne vous connaissent que de loin ou à travers vos ouvrages, peu sont nombreux ceux qui savent que vous vous intéressez depuis très très longtemps à la sophrologie dans votre pratique. Moi, j'aimerais que vous nous disiez depuis quand et dans quelles circonstances vous en êtes venu à vous intéresser à la sophrologie. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Je suis vraiment très très content d'être avec vous, parce que c'est vrai que la sophrologie me plaît, quoi. C'est quelque chose qui est une évidence, que je dis dès que je peux le dire publiquement ou dans la presse ou lors d'interviews. Et votre question, merci d'abord de ce que vous avez dit. J'ai toujours, depuis enfant, adolescent, adoré le propos d'Albert Camus, quoi. Parler le langage de tous pour être compris du plus grand nombre. Et je crois que c'est fondamental d'essayer de dire des choses compréhensibles. Par exemple, je ne sais pas si je dis position schizoparanoïde avant une position dépressive, ça fait chic. Mais si je dis, au début, le bébé est un peu englué dans sa relation amoureuse avec sa maman, puis après, il est un peu triste quand elle s'éloigne de lui, c'est la traduction, finalement, en marseillais de Mélanie Klein. Donc, je veux dire que... Et n'empêche que c'est intéressant
d'ouvrir la technique au plus grand nombre et aussi dans la pratique des consultations, on s'aperçoit que maintenant près de 70% de consultations sont spontanées en pédopsychiatrie, alors qu'au début de ma carrière, c'était 4%. Donc les parents démarchent spontanément et pédopsychiatrie, c'est presque maintenant plus développement de l'enfant et de ses avatars plutôt que pédopsychiatrie, quoi. Donc on est bien d'accord là-dessus. Alors quant à l'origine de mon intérêt, voire de mon militantisme pour la sophrologie, c'est sans doute à cause du fait d'une formation qui ressemble à minima, ou en tout cas en partie, à celle de votre père. C'est-à-dire que un de mes maîtres en psychiatrie était phénoménologue. Et donc nous faisait lire Bieswanger, etc., Hélène West, Suzanne Urban, enfin les textes fameux de Bieswanger, notamment ce joli livre Schizophrénie, et nous faisait travailler ça. Et donc, toujours avec l'importance que lorsqu'on est en consultation avec quelqu'un, ce n'est pas la pathologie, la nosographie qui nous intéresse, c'est dans le fond la conscience qui interroge la conscience. Que me fait cet adolescent à moi avant que je lui propose quelque chose à lui, quoi. Donc quelque chose d'un va-et-vient. Et alors, pourquoi sophro, pourquoi sophrologie, pourquoi corporelle? C'est que au début, début de ma carrière, j'ai une formation un peu mixte, neuropsychiatre, c'est très archéo, maintenant c'est un système qui a disparu, donc neurologie et psychiatrie, mais aussi pédiatrie. Et pédiatrie, on pourrait dire que je suis un psychiatre qui a mal tourné, qui est devenu pédopsychiatre, quoi. Et pourquoi donc la sophro? Parce que les maladies organiques, parmi les plus redoutables, les encéphalopathies épileptiques du premier âge, les histoires de cancer chez l'enfant, faisaient qu'il y avait besoin de retourner au corps en dehors du diagnostic, de la chimiothérapie, de la psychothérapie ou de tout ce qu'on pouvait proposer de travailler avec les parents. Et donc je me suis vraiment très vite aperçu, avec des infirmières, avec des psychologues, avec des psychomotriciens, avec des gens qui faisaient de la relaxation, de l'importance des médiations corporelles, de manière plus générale avant la sophrologie, mais de ce retour au corps comme possibilité que l'enfant, notamment, voire l'adolescent, se guérisse et se prenne en charge plutôt qu'il soit guéri. Donc quelque chose qui renvoie au sujet souffrant ou en relation une possibilité de démocratisation du soin qui est beaucoup plus importante que la vision un peu verticale de je t'observe, je te nosographe, je dis que tu es ça ou pas ça, et donc après je passe à autre chose. Non, quelque chose d'un échange plus intimiste, plus respectueux, plus phénoménologique, plus conscience qui interroge la conscience au niveau de l'enfant, de sa famille et de l'adolescent. Et ça, c'était dans quelles années C'était 70, 75, donc il y a perpète, quoi. Alors, oui, ce qui est intéressant vraiment, c'est que dans les années 70, c'était encore très très balbutiant. Il y avait bien des tentatives, en tout cas en ce qui concerne la psychiatrie, mais en pédopsychiatrie, c'était quand même vraiment encore très très balbutiant. Vous avez été un des premiers à vous intéresser de manière clinique à cette pratique. Moi, j'aimerais savoir ce qui a déclenché vraiment de manière concrète chez vous le désir d'inclure la sophrologie dans votre pratique et la pratique de votre équipe par la suite. Alors, c'est sans doute à cause d'échecs au début de ma carrière, par une vraie incompétence de ma part, quoi, dans les prises en charge qu'on me confiait sous prétexte que j'avais les titres nécessaires pour qu'on me les confie, quoi. Et notamment un adolescent, une adolescente anorexique dont j'étais le référent et j'y comprenais rien, quoi. Donc je faisais un peu n'importe quoi et très rapidement, devant mes incompétences, mes limites, ma souffrance, mes craintes, mon inquiétude, j'ai bien compris que dans cette pathologie extrême, c'est-à-dire l'anorexie, avec un refus de l'image de soi, de l'image corporelle, le retour au corps était indispensable, quoi. Je ne pouvais pas soigner sans revenir au corps. Et d'ailleurs, après avoir travaillé, lorsque je dirigeais la maison de Solène à Paris, qui est un service éblouissant, quoi, lorsque les anorexiques étaient hospitalisés, il y avait un contrat d'hospitalisation sans séparation avec les parents, mais les premières propositions étaient une prise en charge en sophrologie et en chant.
Et vous allez voir quel rapport vous dites entre chanter avec un prof de musique et une sophro. C'est-à-dire qu'avant la psychothérapie, avant la sonde de renutrition, avant les médicaments, avant que sais-je, en alliance avec les parents, on faisait en sorte que par la voix, elles retrouvent quelque chose de leur corps, et avec la sophrologie, elles retrouvent par exemple le cou, la mâchoire inférieure, la vibration de la voix, enfin des histoires où retrouver un morceau de corps était le début, après, en tricotant, de la possibilité ultérieure de psychothérapie, de groupe de parole, de que sais-je, de tous les traitements adoptés en alliance avec les parents. Et donc vous voyez que si on bondit des années 70 aux années de 2005, quand je dirigeais la Maison de Solène à Paris, il y a bien sûr une longue pratique, et cette longue pratique a été affirmée et confortée par le nombre considérable d'enfants et d'adolescents que j'ai vus en consultation, avec proposition de prise en charge sophrologique, très souvent, et dont on pourra rediscuter après sur le plan des indications dans les cas ou dans la discussion avec les praticiens et les gens qui sont avec nous cet après-midi. C'est-à-dire que de votre point de vue de praticien et de clinicien, le retour au corps, enfin la pratique du contact corporel, de la nouvelle prise de conscience des limites corporelles permet d'accéder à un autre niveau qui puisse ouvrir vers des soins ultérieurs. C'est-à-dire le retour au corps permet éventuellement d'ouvrir vers la prise de parole, par exemple, la prise de conscience, l'échange. Tout simplement, quand on connaît sa limite et sa frontière corporelle, on peut envisager celle de l'autre et celle du monde. Mais en vous écoutant, je pense que pour moi, la sophrologie est starter du début des soins. Non pas accompagnement, mais initiative thérapeutique à l'origine, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, on va faire un bond dans le temps, si vous permettez. Un de mes maîtres, Serge Bovici, me disait « Ruffo théorise pas, raconte des histoires ». Donc je vais l'écouter in memoriam, mais je vais vous conter 2 histoires pour bien vous faire comprendre 2 dernières prescriptions de sophro là, dans le mois qui vient de venir. Donc comme ça, on est en pleine actualité et on pourra mieux échanger. Souvent, enfin, 4 ou 5 fois par an, je vois des adolescents et des adolescentes en extraordinaire conversion somatique. C'est-à-dire, elle tremble, elle ne marche plus, elle ne voit plus, elle tombe, elle ne peut plus lever la tête, elle a des vertiges, elle ne peut pas tenir debout, etc. Bon. Donc ce sont des sujets assez historiques à la Charcot, de la Salpêtrière, qui les maltraitait, qui les mettait en exposition. Et moi, au contraire, on a bien compris, et c'est bien le critère, je crois aussi, de l'apport de la sophrologie, que la psychosomatique, les manifestations psychosomatiques de conversion, c'est en fait lorsqu'il y a une impasse psychique. Lorsqu'on ne peut pas penser une souffrance et que donc on parle avec son corps. Mais si on dit à la personne qui parle avec son corps que c'est psychologique, il ne le supporte pas. Ils préfèrent un IRM, un scanner, des examens médicaux. Ils veulent une maladie. Donc, d'où le succès des algodystrophies, qui sont tout et n'importe quoi, une sorte de fourre-tout absolu de gens qui somatisent des tensions psychiques et qui donc, n'ayant pas de diagnostic, sont considérés comme algodystrophiques avec traitement de la douleur et tout le bazar que vous connaissez. Bon. Cette gamine, elle a visiblement une conversion psychosomatique. Les parents l'ont hospitalisée, elle est de la région de Montpellier, l'ont hospitalisée dans un centre vraiment très remarquable qui au début la rééduque, c'est un centre de kinésithérapie, et ça ne marche pas. Moi, je la vois en consultation à Marseille, je dis qu'à mon avis, c'est une somatisation et que, bien sûr, la rééducation a son intérêt, mais que pour moi, ce n'est pas une lésion musculaire, etc., et que c'est quelque chose qu'elle a somatisé, parlé avec son corps. Donc cet établissement, de manière assez géniale, la garde jusqu'au temps où j'ai une place dans un service pour l'hospitaliser et la prendre en charge. Elle rentre dans le service, à ce moment-là, elle a une dermatose. Le médecin généraliste l'a fait sortir parce que c'est une dermatose soi-disant contagieuse. Je suis effondré, tu vois. Elle a accepté, les parents ont accepté, elle vient de Montpellier, tant qu'elle a une dermatose quelconque, et il a fait sortir. Je dis rien, je souris, je suis confraternel, et puis elle revient. Elle revient, elle tremble comme ça, mais les autres adolescents la prennent en charge de manière co-thérapique. Elle est un peu plus jeune que la majorité des adolescents, et surtout, initialement comme traitement, elle a 2 fois par semaine une prise en charge en sophro. Pas plus.
avec l'accord et de l'équipe soignante, de l'équipe médicale, y compris du médecin qui a trouvé sa dermatose, et des parents, et de l'ensemble des adolescents de l'unité. Donc vous voyez, premier exemple. Deuxième exemple, encore plus intéressant. Ça, bon, c'est, si vous voulez, de temps en temps, comme ça, une grande conversion dans les services, c'est pour qu'on se croit fort, on l'a guéri et tout le monde respire, on peut passer à des choses plus difficiles. Bon. Mais passons maintenant à quelque chose de plus complexe. Une de mes prescriptions, si on analysait, on reprendrait, il y aurait un chercheur plus tard qui dirait qu'est-ce que c'était ce pédopsychiatre étrange de cette époque en pédopsychiatrie en France, et il verrait que la majorité de mes prescriptions de Sofro, la majorité, c'est pour des tics autour de l'âge de 5, 6, 7 ans. Pour des manifestations motrices, des tics, des troubles, des clignements, des hoquets, etc. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un enfant de cet âge, autour de l'idée de mort chez l'enfant, qui commence à 5, 6, 7 ans, à les manifestations motrices, je crois que c'est une façon de ne pas supporter l'idée de mort qu'il a acquise. Et à ce moment-là, il y a des grands-parents qui ont la mauvaise idée de mourir, quoi. Il faut mourir avant ou après, pas à ce moment-là. Donc il faut faire attention pour les enfants, sinon ils somatisent. Et donc à ce niveau-là, systématiquement, je prescris une sophrologie. Arrive un gosse de 6 ans, génial, vraiment génial, le rêve de consultant, avec 2 grands-pères médecins sympas qui adorent ce petit-fils. Il adore d'autant plus qu'ils ont perdu l'un et l'autre leur femme. Ils sont veufs tous les deux. Donc ce gamin a perdu ses 2 grands-mères successivement. Un d'un épouvantable cancer de l'ovaire et une autre d'une rupture d'anévrisme brutalement. Donc dans les 2 cas, il y a mort brutale de ces 2 grands-mères, de ces images identificatoires maternelles. Le garçon est génial, mais à l'école, ça ne va pas. Alors il est testé, et évidemment on s'aperçoit qu'il a un énorme potentiel intellectuel homogène. C'est-à-dire il a 140 en verbal, 145 en performance. Je nous le souhaite. Donc on est confronté à un consultant plus intelligent que soi, ce qui mérite des précautions. Donc je le vois, et je lui demande d'abord s'il veut venir me voir. Ses 2 grands-pères lui ont fait l'article, « Ah, tu devrais voir Ruffo », etc. Bon, d'accord. « Ah, c'est toi Ruffo ?» Bon, on m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. « Mais à quoi tu vas me servir ? Parce que je bouge. » Je dis, je vais te servir que tu vas guérir de ça, et puis après, peut-être que je ne servirai plus à rien. Tu sais, un pédopsychiatre, ça sert quand ça ne sert à rien. Ah, il me dit, c'est rigolo. Parce que mes 2 grands-pères qui sont médecins disent qu'ils servent beaucoup à leurs patients. Je dis, non, moi, je ne sers à rien. Quand je ne sers plus, c'est là que je sers. Alors, il me dit, ah, ça, c'est intéressant. Donc, si vous voulez, le contre-transfert initial de l'enfant sur le psychiatre est atténué. Et donc, je le vois quelquefois sans qu'il se passe grand-chose, dans un premier temps d'élaboration. Et puis, il vient avec un bouclier pour se battre avec moi. Je n'ai pas d'arme dans mon cabinet. Mais je trouve une baguette, un truc comme ça. Je dis, bon, on va se battre. Le bouclier est très beau. Un des grands-pères est orthopédiste et chirurgien, donc bricoleur, quoi. Et l'autre est dermato, donc il dessine bien. Et donc, il y a le grand-père dermato qui a peint un dragon sur le bouclier, et l'autre qui a fait l'orthopédiste, qui a fait un joli bouclier à la romaine, tu vois, à l'étrusque, un joli bouclier. Et donc, on se bat avec l'enfant, c'est la séance, et alternativement, les grands-pères lamelles, ils sont très contents de ma prise en charge. Ils disent, vous savez, ça va drôlement mieux depuis que vous le voyez, il ne s'est rien passé. Donc moi, je continue à être circonspect, et ces tics s'accélèrent à cause des notions d'anniversaire. Vous savez, anniversaire de la mort des grands-mères, et elles ont eu aussi la malchance et peut-être la malveillance de mourir pratiquement à 3 semaines d'intervalle. Donc si vous voulez, il y a un moment dans l'année qui est terrible au niveau du deuil de ce que ressentent les adultes et ce que ressent par contre-coup le petit garçon. Et donc je suis moi-même sous tension, j'ai pas de tic, mais je suis sous tension en le voyant. Je sais que ce sont les anniversaires, et ce jour-là, il vient avec un avion, un pliage. Mon cabinet, rue Paradis, ça ne s'invente pas puisqu'on parle de mort, est au 3e étage. Et moi, quand j'étais enfant, j'avais un magasin de papier, là, j'achetais par kilo des feuilles de papier, je faisais des pliages, et je polluais comme ça toute l'avenue, en envoyant une centaine d'avions par jour par la fenêtre. Et les commerçants montraient du poing à la fenêtre parce qu'ils savaient que c'était moi, mais moi je me cachais, je lançais l'avion. J'étais déjà sans doute proposé à la pédopsychiatrie enfant.
Et donc, immédiatement, quand j'ai l'avion, je dis on le lance. Ah non, c'est mon avion. Je dis ouais, mais un avion, c'est fait pour voler. On le lance. Et l'avion, par bonheur, évite les voitures dans un dernier looping et tombe dans un caniveau. Immédiatement, je dis on va le récupérer. Donc on sort du cabinet en courant tous les deux. Le grand-père qui accompagne est médusé, quoi. On descend, on récupère l'avion, on le cache. Et on cache l'avion derrière des dossiers pour que la secrétaire ne le trouve pas. Et donc, c'est notre secret. Chaque fois qu'il vient, on prend l'avion, on le lance, et il s'améliore. À ce moment-là, une sophrologie est prescrite, et ou l'avion ou la sophro, mais les deux sans doute, fait qu'il diminue largement ses tics et qu'il passe surtout l'événement mortel de l'anniversaire de ses grands-mères de manière convenable. Et puis, il va mieux. Et un jour, il me dit, on ne lance plus l'avion. Alors je dis, alors je te le rends, et on ne se voit plus. Alors il dit, ah non, moi je veux te voir. Je dis, non, non, on a dit que quand tu étais guéri, tu ne voulais plus me voir, et maintenant je dis qu'il ne faut plus qu'on se voit. Et il se précipite au secrétariat, et il dit, non, non, je veux voir Ruffo, c'est un ami. Il a 6 ans. Et moi je dis, ben, c'est parce que je suis ton ami que je ne te verrai plus, et que tu me donneras de tes nouvelles. Et il m'a renvoyé par la poste l'avion une semaine après, sans revenir me voir, et sans ticket. Donc vous voyez, voilà la dernière prescription de sophro pour un cas, bon, un enfant à haut potentiel intellectuel qui a tiré des bénéfices parce qu'il était instable, il s'irritait, il bougeait, il s'irritait quand l'enseignante lui demandait quelque chose, il bâclait à toute vitesse son devoir, il avait une dysgraphie. Vous voyez, c'était un 10. Il était parti pour un 10, pour une commission éducative, que dalle. Il avait une souffrance identificatoire des grands-parents, des grands-pères sympas, endeuillés par la perte des épouses qu'ils aimaient, dont ils me montraient des photos, etc. Et ce qui est merveilleux, c'est que les grands-pères ne savaient pas ce qui s'est passé. Puis après, je leur ai écrit une lettre en disant, voilà comment s'est conduite la thérapie. Et ils m'ont dit, bon, ben, c'est quand même une spécialité un peu particulière.